Ahmed Kassal. Merci beaucoup, c'est Rachid. Un grand plaisir toujours. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes président de la commission financement et délai de paiement à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. J'ai envie de vous dire ma première question, Ahmed Kassal. Où étiez-vous ces derniers temps? Que faisait Ahmed Kassal? Il était, je sais pas. Absent. Absent? Non, pas du tout, parce que c'est quand on est patron de PME, parfois, faut mieux nager sous l'eau pour élargir ses poumons pour pouvoir respirer. Nager sous l'eau. Ah, c'est-à-dire aller travailler sur le terrain. D'accord, mais avec un tuba, vous avez. Ah bah oui, c'est sûr. Ou avec la bouteille d'oxygène. Ah là, c'est sûr. Pourquoi la période est un peu. Non, c'est-à-dire c'est une période comme on prépare la fin de l'année. Nous, c'est la haute saison pratiquement chez nous. Donc on doit travailler avec, nous en amont on travaille avec les agriculteurs, donc il faut aller arracher la marchandise dans les fermes, dans les trucs, les amendes et tout ça. Et après il faut préparer le stock pour pouvoir travailler toute l'année. Donc parfois il faut aller négocier avec les gens directement, donc avec les bottes dans les pieds et aller chez les agriculteurs pour acheter. Donc vous étiez beaucoup plus dans mon business qu'autre chose. De chef d'entreprise, voilà, que votre casquette ou costume plutôt. Ouais, le président de la commission. Président de la commission, c'est, mais quand même j'ai travaillé en même temps. On a fait une rencontre récemment avant-hier avec Monsieur Safir, le président des collectivités territoriales. C'est on a créé des comités régionaux pour épurer cette problématique de délai de paiement, régler ces problèmes. Donc, suite à la lettre qui a été envoyée par le ministre de l'Intérieur à tous les walis. Donc là, on avec la CGM région, les 8 régions, plus le ministère de l'Intérieur, on a mis en place ce qu'on appelle des comités régionaux pour résoudre tous les problèmes des délais de paiement et résoudre le problème des arriérés de paiement qu'a l'État avec les entreprises au niveau local. Donc, par territoire, vous avez régionalisé l'action. On a régionalisé l'action, exactement. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, au niveau central, traiter des problèmes qui sont locaux. Donc, au niveau de chaque région, il y a le wali, plus le président de l'union régionale de la région, c'est-à-dire, par exemple, Sous Massa et tout ça, plus les services extérieurs. On a créé un comité pour régler le problème des délais de paiement qu'on tombe plus dans ces délais très longs et aussi apurer les arriérés. Donc, on remonte l'information. Nous, on a envoyé une matrice à l'ensemble des entreprises membres de la CGM pour leur dire, si quelqu'un doit quelque chose, l'État lui doit quelque chose, il doit le signaler pour que nous puissions suivre les dossiers par un. Et ça, c'est que pour les entreprises affiliées à la CGM ou c'est pour toutes les entreprises du pays? Nous, on travaille, on est autant que CGM, on travaille avec les membres. Mais si on a des personnes qui ne sont pas membres et qui nous demandent, on le fait parce que nous, on est au service de l'entreprise nationale. On n'est pas au service uniquement mais comme aujourd'hui, une grande partie des entreprises structurées sont membres de la CGM, structurées, c'est-à-dire qui sont plus ou moins transparentes, qui déclarent leurs impôts, qui paient leurs impôts, qui déclarent leurs salariés, qui paient les cotisations. Et qui respectent un peu les exigences de la CGM en matière d'éthique et tout ça, ben non, on les suit d'une manière directement. Et il y a une bonne volonté, sincèrement. La réunion que j'ai eue avec M. Safir, le directeur général, il est vraiment décidé à aller très loin. Et on parlera tout à l'heure de toutes les actions qu'on va être menées pour vraiment régler ce problème de délai de paiement une fois pour toutes. Et il y a de la bonne volonté. Donc Ahmed Kassal travaille. Ah oui, je travaille. Même s'il n'était pas visible ces 2 mois, il travaille. Non, je travaille. Je travaille, j'anime ma commission, j'envoie des courriers, je fais tout ça. Parce qu'on a été absent pour toi, parce que je sais que tu m'aimes beaucoup. Et tu m'as pas vu un peu, mais on parlait de délai de paiement et que je voyais pas Ahmed Kassal s'exprimer. Je sais qu'il y a eu une première réunion. Non, il faut entre le patronat et Mohamed Benchaboun début septembre. Il est venu. Après, il est venu la semaine dernière chez vous. Oui, exactement. Présenter le projet de loi. Mais parfois, comme tu le sais très bien, c'est Rachid, parfois, vaut mieux agir sur les résultats que sur les paroles. Donc moi, comme j'aime beaucoup, je ne crois que ce que je vois, comme Saint Thomas. Donc, j'aime bien voir les résultats pour pouvoir communiquer. Très pragmatique, c'est ça? Il le faut. Parce que vous considérez être attendu au virage aussi. Voilà, par exemple. Ouais, reddition des comptes. Il le faut, parce qu'aujourd'hui, quand on est responsable, même si on est responsable, bénévole. C'est-à-dire bénévole. On est à la CGM, on est des bénévoles. On n'est pas payé à la CGM. Ah, jamais du tout. On paye de notre poche. On paye de notre poche le déplacement. Tout le monde, du président jusqu'au dernier à la CGM qui sont dans le conseil d'administration, paye leur déplacement, paye tout ça volontairement. Donc nous, on n'est pas comme les députés. Nous, on travaille bénévolement parce qu'on est motivé. Qu'est-ce que vous avez contre les députés? Les députés, ils touchent l'argent. Ben, ça, c'est prévu par la loi. Bien sûr, j'ai rien contre les députés, mais non, vous avez dit, on n'est pas comme les députés. Non, c'est-à-dire les députés touchent l'argent, même c'est eux qui sont volontairement se présenter pour être députés. C'est-à-dire ils sont pas nommés. C'est eux qui ont volontairement élus par le peuple. Élus par le peuple. Nous, on est élus aussi. On est élus. Et vous êtes élus par vos pères. Par nos pères. Ouais. Comme on est élus par nos pères, on est au service de nos pères. En tout cas, et on a choisi d'être au service de nos pères. Et vous l'assumez pleinement. On l'assume pleinement et on doit aussi rendre des comptes
pour ça, parce que c'est très important de ne pas rester. Les délais de paiement, ça avance. Là, ça avance très bien. Ça avance très bien. Il se met en place. On a aujourd'hui ma commission. Donc, j'ai recruté du membre autour de ma commission. Donc, j'ai pris pratiquement tous ceux qui interviennent dans l'espace, c'est-à-dire j'ai la NPME, le directeur général de la NPME dans la commission. J'ai la CCG, j'ai la bourse, j'ai tous ceux qui interviennent aujourd'hui en termes de financement aussi de l'entreprise pour pouvoir dire s'il y a quelque chose qui se fait, ben ils sont partie prenante. C'est-à-dire on met pas les gens devant le fait accompli, il faut qu'ils soient partie prenante dans le plan d'action, dans la résolution des problèmes. Et aujourd'hui, on est une équipe qui travaille chacun de son côté. Les TPE sont également représentés parce qu'elles sont bien sûr, non seulement les TPE, mais même les régions. C'est-à-dire la vice-présidente qui est dans la commission, c'est une membre de la CGM d'Agadir. Donc je l'ai prise en tant que vice-présidente pour qu'elle puisse aussi représenter l'union régionale et les problèmes des TPE et des PME au niveau des régions. Donc nous, on est vraiment sur l'axe, la matrice région, genre et TPME, genre aussi, parce que ma vice-présidente, c'est une femme. Mais celle qui était vice-présidente, qui est toujours vice-présidente de la CGM et qui était la représentante de la CGM à la deuxième chambre. Madame Naïla Tzazi. Bah oui, Madame Naïla Tzazi. Sur la projet. Non, c'est pas question de projet. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la seule dame qui était dans l'équipe des 7 parlementaires de la CGM. 3 ans sont passés, il fallait renouveler. Bah, pour renouveler, vous avez 2 façons. Soit d'aller dans le consensus, soit d'aller dans le vote. Le vote. Non, pas l'affrontement. Le vote. Donc il y avait le vote. Et le vote d'une manière démocratique, ces voix se sont exprimées pour Monsieur Soueri, et ça aussi, ça va dans le changement aussi, parce que aussi, Madame Tzazi, c'est une lourde tâche qu'elle avait, c'est une très lourde tâche et tout ça, ben, peut-être il fallait l'alléger un petit peu pour que ça travaille beaucoup pour ses affaires et passer le relais à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la démocratie, c'est-à-dire, elle avait envie de rester là. Et on lui avait dit apparemment, mais si tu vas rester. C'est ce qu'elle dit. Elle a eu une réunion en juillet. Avec le président de la CGM. J'étais pas absent, sincèrement, j'étais pas absent, je peux pas te répondre, je suis pas rentré dans ces détails, je suis très loin de ces détails. Moi, ce que je vous dis, c'est, moi, en tant que démocrate, et tu le sais très bien, moi, tout changement est bénéfique. C'est-à-dire que la problématique de genre majeur, c'est pas parce que je suis une femme que je suis obligé de rester. Non, c'est parce que aujourd'hui, il faut passer le relais. Et aujourd'hui, au niveau de la deuxième chambre, le nombre de femmes, c'est coté sur, même les partis politiques aujourd'hui, ils n'ont pas assez de femmes pour qu'ils soient représentés. Et c'est pas question de femmes, c'est question de travail et tout ça. Et je crois que c'est démocratiquement que les choses. Le renouvellement s'est fait pas parce que Naïla Tzazi est une femme. Non, pas du tout. Moi, sincèrement, je peux. Elle dit, vous savez, une démarche sexiste de la CGM. Je suis macho. Vous n'êtes pas macho, vous? Pas du tout. Moi, au contraire, c'est une dame que nous respectons, qui a fait son travail, qui est remerciée par la qualité de travail qu'elle a fait et tout ça. Ah, ben, elle a été remerciée, oui. Là, remerciée, pas remerciée au sens, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à travailler d'une manière démocratique. Sincèrement. Aujourd'hui, Madame Tzazi a fait ses 3 ans. C'est très bien, il a accompli ses missions, il a réalisé tout ça, il passe le relais, il fait autre chose. C'est-à-dire, il n'y a aucun mal de passer le relais à quelqu'un d'autre, qui soit femme ou homme. Comme on n'a pas assez de femmes dans le groupe, il y a les hommes, et M. Soueri, il est là, il va faire le travail, peut-être elle reviendra. Juste pour finir, Ahmed, est-ce que vous comprenez le fait qu'elle conteste, qu'elle s'exprime un peu partout en disant... Non, moi, sincèrement, je le comprends pas. Je le comprends pas parce que quand même, on est dans une institution qui est la CGM, qui est une association de bénévoles qui sont au service de l'entreprise. Si quelqu'un peut apporter quelque chose pour avancer les problématiques, qu'ils soient les bienvenus. Mais c'est pas la peine de contester, de rentrer dans des trucs. On est des gens, on est quand même l'élite de pays. Si l'élite de pays sont à des débats qui sont très, très bas, ça sert à rien du tout. Sincèrement, ça sert à rien du tout. Aujourd'hui, le débat doit être haussé. On est pour donner l'exemple. La CGM doit donner l'exemple en matière d'exercice de la démocratie, en matière de changement de poste, en matière, c'est la seule institution où le président ne reste pas plus de 2 mandats. Regardez les partis politiques, il y a des partis politiques où 5, 6 mandats, 7 mandats, 9 mandats. Les syndicats, c'est 40 ans, 50 ans. C'est la seule institution au Maroc qui est démocratique. C'est la seule institution où le changement de président se fait d'une manière démocratique. On ne paye pas quelqu'un pour voter. On ne paye rien. C'est le choix démocratique qui se fait et on va élire un président. On l'a élu pour 1 mandat ou 2 mandats. Et il part. Il n'a pas le droit de revenir. Personne n'est capable. Vous ne comprenez pas tout ce qui Non, je ne comprends pas du tout cette polémique parce que l'élite doit donner l'exemple et tirer vers le haut
au lieu de descendre à se bagarrer sur des choses qui n'ont aucune manière d'être. Sincèrement, ils n'ont aucune manière d'être. Nous respectons Madame Tiazi, nous respectons ses soirées, c'est des membres qui sont là, ils travaillent, et c'est tout. Non-événement pour vous. Non événement, pas du tout, aucun événement. PLF, projet de loi de finances, événement. C'est un événement, bien sûr, c'est un événement national. Le projet de loi de finances, c'est lui qui détermine, c'est l'instrument d'exercice de politique économique du gouvernement. C'est la loi de finances qui va nous montrer ce que le gouvernement et quel est le si vous voulez l'arbitrage qui se fait à l'intérieur des partis que compose le gouvernement. C'est la couleur qui nous donne. Est-ce que le gouvernement il est plus social-démocrate? Est-ce qu'il est libéral? Est-ce qu'il est plus entreprise? Est-ce qu'il est plus de peuple? C'est le baromètre de la politique économique du gouvernement. C'est la loi de finances. Donc ça, c'est un événement. C'est un grand événement de l'année. Comment vous expliquez le fait que, d'ailleurs, pour revenir justement un peu en allée, c'est juste pour faire la transition, on ne sent pas une vraie émulation de la part de l'organisation patronale CGM autour de ce projet de loi de finances et de son contenu, voilà, sur des propositions concrètes, des contre-propositions, voilà. On a eu peut-être par le passé, le débat était peut-être un peu plus animé sur le projet de loi de finances, ou c'est peut-être moi qui c'est un effet de non, vous avez raison, c'est-à-dire la CGM, et je crois que vous avez eu M. El Hadid ici, a fait un choix cette année de ne plus aller vers un mur de lamentation, au pleurnicher sur augmenter, diminuer et tout ça. La CGM veut aller vers une structuration de tout ce qui est la politique fiscale dans le pays et tout ce qui est la politique économique et sociale dans le pays. Donc, c'est-à-dire la restructuration, c'est-à-dire une refonte de la politique fiscale à travers une refonte du Code général des impôts qui va se faire. Secondo, il y a aussi les assises de la fiscalité qui ont été annoncées par M. Benchaboun vers mars-avril prochain en 2019. Et aussi, nous, à la CGM, sincèrement, c'est un point de vue que je défends toujours, j'ai toujours défendu, parce que vous savez, je suis à la CGM depuis 1995. Donc je fais tous les présidents de la CGM. Aujourd'hui, on veut une stabilité fiscale. La fiscalité, c'est quoi? La fiscalité, il a deux objectifs. Un, c'est donner les moyens et la force pour le gouvernement pour exercer son pouvoir. Deux, c'est la redistribution. C'est les deux métiers, c'est les deux objectifs. C'est collecter, redistribuer. Collecter et donner les forces, une arme au gouvernement pour exercer sa politique économique et sociale, et en même temps redistribuer au niveau de la société pour pouvoir l'équité. C'est-à-dire, il y a l'équité, l'égalité et l'équité de la chose. C'est-à-dire, sur le plan vertical, il faut que l'impôt soit équité, l'équité, et sur le plan horizontal, plus vous gagnez de l'argent, plus vous devez payer de l'impôt. Avec une dimension de exactement. C'est le modèle de solidarité aussi. Solidarité. Là, et je voilà. Donc la CGM veut aller vers une stabilité fiscale. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on nous demande? Si un gouvernement arrive, il faut qu'on nous donne sa vision de fiscalité sur 5 ans. Et qu'on ne change plus. Pourquoi? Parce que vous considérez qu'il y a trop Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de changements. Aujourd'hui, si vous lisez la loi de finances, il y a 40 ou 50 changements qui se font. Et ces changements, parfois, nous perturbent. Parfois, il faut s'adapter sur le plan intérieur, changer de logiciel. C'est un coût pour nous et tout ça. Donc, quand on a une stabilité, ça donne une visibilité, ça donne de la confiance et ça permet à l'homme d'affaires en entreprise de dire, tiens, je vais investir parce que la loi de finances m'a permis, sur le plan fiscalité, de rester. Moi, je te donne un exemple. Avant la loi de finances, maintenant, tout le monde attend qu'est-ce qui va amener la loi de finances pour investir. Donc on est un peu bloqué. On attend, si je vais investir, je dis, mais si j'investis aujourd'hui et demain il y a des avantages qui vont être donnés, j'attends janvier. Donc avant la loi de finances, pendant 3 mois, les choses ne bougent pas. On attend qu'est-ce qui va amener la loi de finances. Et après, on commence. Avoir de la visibilité. Je rappelle que le précédent gouvernement s'était engagé à voter une loi de finances triennale, c'est-à-dire au moins sur 3 ans, ce qui n'a pas été encore fait. Mais moi, juste ma question, est-ce que quand on est sur c'est pas vous que je veux le dire, parce que vous êtes chef d'entreprise, vous l'avez dit, mais vous êtes aussi économiste. Bien sûr. D'accord. Quand on est aujourd'hui sur des cycles relativement courts, qu'on a des tensions sur les finances publiques, qu'on a un baril de Brent qui fluctue et actuellement qui fluctue vers le haut, est-ce que du coup, on n'est pas obligé de faire des ajustements et la possibilité de faire une loi de finances d'une année sur l'autre, et ça permet aussi peut-être d'ajuster en fonction des facteurs exogènes? Non, on peut rectifier. C'est-à-dire quand on place une loi de finances sur 5 ans, on donne une visibilité. On vous dit par exemple... Sur l'IS sur 5 ans, c'est possible l'IS sur 5 ans? Ah oui, c'est possible parce qu'on vous dit par exemple, l'IS sur 5 ans ne va pas bouger. L'IS sur 5 ans ne va pas bouger. Et on va travailler sur élargir l'assiette fiscale. Au lieu de travailler sur les taux... On élargit sur l'IS, on élargit sur l'IR. Sur l'IR. Ça n'est jamais arrivé encore. Voilà. Aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Donc aujourd'hui, au lieu de dire chaque fois se battre sur augmenter le taux ou baisser le taux, le vrai débat, c'est aller vers l'élargissement de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, la pression fiscale au Maroc, elle est de 23%. Les taux sont très élevés, mais c'est la pression fiscale moyenne. La moyenne. La pression fiscale, c'est l'ensemble, le total des impôts sur le PIB. Ça donne 23%. En Europe, c'est 39%.
La moyenne, aujourd'hui. On a 16 points. Vous savez, si on arrive à gagner ces 16 points, on va gagner 160 milliards de dirhams d'impôts. Et imaginez-vous un gouvernement qui a à peu près 400 milliards de recettes d'impôts, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc aujourd'hui... Aujourd'hui, on est à 230, 220, 230 péniblement. C'est vrai, avec une grande partie qui est pompée par la masse salariale, qui est pompée par les... Donc aujourd'hui, la grande bataille, c'est élargir l'assiette fiscale. C'est que tout le monde paye son impôt. Mais ça veut dire qu'on va changer complètement de paradigme. Ah oui, il faut changer complètement le paradigme. Et c'est la vraie politique économique et sociale, parce qu'aujourd'hui, il faut plus raisonner comme comptable. On raisonne comme comptable. Combien on va mettre dans les caisses pour dépenser? Parce qu'il y a des échéances à court terme aussi. Oui, mais il faut aussi que le débat soit aussi focalisé sur les dépenses publiques. C'est-à-dire que me dire l'impôt que vous allez collecter, à quoi ça va servir? Quel est l'impact sur ça? Et me donner des comptes sur 3 ans ou 4 ans. Aujourd'hui, on raisonne plus autant que comptable, autant qu'analyse économique, alors que la fiscalité, c'est la plus grande, c'est l'outil le plus important pour une politique économique d'un gouvernement dans le monde entier. Donc c'est pour ça la CGM a décidé de ne plus aller vers des revendications court-termistes, et la CGM travaille principalement sur une vraie refonte de la politique fiscale de notre pays. Mais la mesure qui a été prise de revoir un petit peu à la baisse le taux intermédiaire en matière d'IS, de le passer de 20 à 17,5, vous le savez, vous... Oui, c'est pas le plus important. Ouais. Sincèrement, c'est pas le plus important. C'est-à-dire, l'objectif peut-être élargir pour permettre aux PME qui gagnent un peu la trésorerie. Mais c'est pas ça le vrai débat. Ouais. Le vrai débat, sincèrement, c'est pas dans les taux, c'est dans les totaux. Plus les hauts taux tuent les totaux. Plus on a des taux très élevés. Regardez aujourd'hui, on a des taux très élevés, mais on a des recettes fiscales très faibles. Très faible. C'est-à-dire on a eu des baisses même sur l'IS et tout ça. Il faut renverser la tendance. Il faut dire aujourd'hui comment je peux faire pour élargir l'assiette fiscale. Comment l'État peut faire? L'État peut faire les contrôles fiscaux. Non, mais encadrer. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au niveau des médecins, du secteur privé? Oui. Mais c'est le rôle de l'État. L'État doit contrôler ça. Le rôle doit contrôler. Est-ce que comprenez-vous, Ahmed Kassal, que les médecins du secteur privé aujourd'hui, qui sont structurés autour d'organisations et de fédérations, appellent et demandent une amnistie fiscale? Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent, ils n'ont pas de charges, ils n'ont pas, c'est les services aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a même un autre problème au niveau c'est-à-dire, nous, au Maroc, on a 2 types de déclarations. Il y a un retenue à la source pour les salariés et il y a une déclaration volontaire. Aujourd'hui, il faut choisir. Soit on va dire comme en France aujourd'hui. En France, ils font tout le retenue à la source. La retenue à la source. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. On fait la retenue à la source. Tout le monde retenue à la source. Tout le monde passe à la caisse. Voilà. Quitte à aller vers un flat tax, c'est-à-dire un impôt général pour tout le monde et tout ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on structure ça parce qu'on aura de plus en plus besoin d'argent. L'État a et il a atteint les limites. On est à 84, si vous avez vu le rapport de la Cour du compte. 82% de l'endettement de la dette publique. C'est-à-dire aujourd'hui, la durabilité de la dette, c'est-à-dire que les économistes vous disent aujourd'hui, quand la dette représente 90% de PIB, c'est fini. C'est le pays, on peut plus rattraper. Surtout pour un pays émergent comme nous, le plafond, apparemment, il est à 70%. Oui. C'est énorme, à 84. C'est-à-dire. Quand on est représentant du patronat comme vous, qu'on a des fédérations, je faisais référence tout à l'heure des professions libérales, je lis les médecins, il y a aussi les architectes aujourd'hui, où il y a un souci par rapport à ça, il y a la définition d'une espèce de forfait fiscal pour qu'ils puissent rétribuer aussi l'impôt, mais on a du mal. Quel est le message en fait que doit faire passer le patronat aujourd'hui qui est silencieux sur le sujet? Se dire voilà, aujourd'hui, s'il faut élargir effectivement l'IS, il faut dire à celles et ceux qui gagnent de l'argent de redistribuer et de s'acquitter de l'impôt. Est-ce que ça c'est compliqué? Est-ce que ça d'abord c'est du ressort de la CGM? Non, bien sûr, la CGM, vous savez quel est le rôle de la CGM? La CGM, le rôle, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent compétitives, les entreprises ou tous les membres de la CGM qui deviennent compétitives, qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils payent les impôts. La CGM, il est dans cette vision. Pas gagner de l'argent, ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire, il faut gagner ceux qui gagnent de l'argent doivent payer de l'impôt. C'est légitime, c'est aucun problème. Nous ne pouvons pas tolérer. Il n'y a pas un patronat dans le monde qui peut dire à ses membres, ne payez pas d'impôts. Non, l'impôt c'est un devoir national sans contrepartie. Sans contrepartie. Tu ne vas pas me demander pourquoi je paie de l'impôt. Non, parce que l'impôt c'est un moyen de redistribution de la richesse. C'est-à-dire, même moi je paie l'impôt. Et je mets mes enfants dans l'école privée, mais je paie l'impôt parce qu'il y a quelqu'un qui est dans un village qui n'a pas le moyen d'aller à l'école. Il faut qu'elle aille à l'école publique. Il faut qu'elle ait les services publics. Il faut financer les services publics de qualité. Et on peut pas financer les services publics de qualité si on n'a pas d'impôts. C'est la seule recette qu'il a l'État marocain aujourd'hui. Les privatisations, on n'a plus. Les aides extérieures. Oui, mais c'est très limité. Ce n'est plus les années de vaches grasses des années 90, des années 2000 où on avait des sommes colossales de la privatisation. Aujourd'hui, on peut récolter 5 milliards, 3 milliards, 4 milliards maximum. Mais aujourd'hui, l'État ne peut
peut plus s'endetter. On a atteint le plafond. Et d'ailleurs, le signal d'alerte a été donné par la Cour des comptes. Il vous dit attention, c'est dangereux. En termes de l'aide extérieure, c'est limité parce que tous ceux qui nous aidaient, ils ont des problèmes eux-mêmes aujourd'hui avec cette fluctuation de barils de pétrole et tout ça. Ce qui reste, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on trouve nous-mêmes nos moyens de se faire financer notre développement. Comment trouver les moyens? Il faut que tout le monde, ceux qui ont la capacité de contribuer, l'article 30 et 39 de la Constitution, très clair, l'impôt. Tous les Marocains sont égaux devant l'impôt. Et chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Et devant la loi, sinon. Et devant la loi, bien sûr. Mais l'impôt, c'est la loi. Donc aujourd'hui, notre objectif au niveau de la CGM, c'est aider, accompagner les entreprises, surtout les moyens, financement, compétitivité pour gagner de l'argent et qui payent leurs impôts. C'est la mission la plus noble de la CGM. Aujourd'hui, est-ce que toutes les entreprises qui sont affiliées à la CGM sont top nickel vis-à-vis de l'impôt? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que généralement... Non, parce qu'il ne faudrait pas que des gens écoutent Ahmed Kassal dire ça, aujourd'hui, ce que vous venez de dire, et qu'en même temps, ils disent, ouais, mais eux, ils sont pas non plus exemplaires parce qu'aussi à la CGM, il y a des entreprises qui ne peuvent pas payer. Vous savez, donc c'est pour ça que je pose la question. Moi, sincèrement, je ne peux pas apporter jugement de valeur sur personne. Mais c'est-à-dire, ce que je dis aujourd'hui, c'est la mission et la philosophie sur laquelle s'est basé le patronat marocain. D'accord? Maintenant, c'est un processus. Peut-être il faut beaucoup plus de temps et plus de travail pour arriver à ce résultat. Et de la pédagogie. Mais il y a des conjonctures qui sont très difficiles. Il y a aujourd'hui des conjonctures qui sont très difficiles en termes de financement, en termes de recouvrement, en termes de tout ça, qui fait parfois, il y a des entreprises qui sont en retard par rapport à ça. Mais la volonté, elle est là. C'est-à-dire la volonté et de la part de ceux qu'on a en face, le gouvernement, et de la part des entreprises d'aller vers quelque chose qui est facilitateur. C'est facilité. Aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes. Il faut agir sur le comportement. Il faut plus agir sur les contraintes. C'est-à-dire amener les gens volontairement à payer leurs impôts. Volontairement. Et ça, je vais vous rappeler en 2 secondes, une théorie économique où ceux qui l'ont inventé, ils ont eu le prix Nobel d'économie en 2016, c'est le nudge, le coup de pouce. Ça veut dire quoi le coup de pouce? C'est-à-dire, ils disent, globalement, la théorie vous dit, on a mis tellement de lois, tellement de contraintes, malgré ça, les gens ne payent pas, font des accidents de la circulation, fument et fait tout ça. Comment amener les gens, ce qu'on appelle l'économie comportementale? Comment les gens à changer leur comportement? Et en Angleterre, par exemple, ils ont fait une application, il envoie un message à Rachid, il lui dit, Rachid, vous êtes le dernier dans le quartier à ne pas payer d'impôts. Et lui, il sort de sa porte, il regarde à gauche, à droite, que tout le monde le regarde, il va payer les impôts. Ils ont augmenté les recettes fiscales d'une somme colossale. Donc aujourd'hui, il faut agir sur le comportement, la contrainte, la dissuasion, les trucs, ça marche pas. Ça a ses limites parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aller vers agir sur le comportement, ce que nous faisons, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire sur l'humain. Sur l'humain. Juste sur le projet de loi de finances, avant de passer sur le financement et la question du financement, parce que je rappelle que vous êtes président de la commission financement à la CGE, mais c'est aussi un vrai sujet, un véritable enjeu. Vrai problème. Le financement global dans notre économie nationale. Ahmed Kassal, projet de loi de finances global. Vous en pensez quoi? C'est-à-dire il est statique. Il n'a rien apporté de nouveau, sincèrement. Voilà. Parce que Mohamed Benchaboun n'a pas été suffisamment audacieux parce qu'il avait beaucoup de contraintes. Il a pris le train en marche. En juillet, il a pris le train en fin juillet, en marche et tout ça. Ce qui veut dire que la limite, vous savez, pour exécuter la loi de finances, il y a un instrument qui s'appelle le budget. Le budget, il est limité. Il bouge pas. Il bouge pas. Pourquoi il bouge pas chez nous le budget? Il bouge pas parce qu'on n'a pas d'autres recettes que ceux que sont clairs. On a les impôts directs et indirects. Mais est-ce que notre budget, parce que quand on regarde sur la moyenne, il y a eu très peu de fluctuations sur les 10 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit pas assez, qu'on fabrique pas assez, qu'on a pas assez d'innovation. Bien sûr, il n'y a pas de valeur ajoutée très élevée. Il n'y a pas de produit de valeur ajoutée très élevée. Donc l'entreprise a une part de responsabilité aussi dans Bien sûr, tout le monde a une part de responsabilité dans ça. La part de responsabilité du gouvernement, la part de responsabilité de l'entreprise, et tout le monde est là. C'est-à-dire quand vous avez un instrument, vous pouvez annoncer ce que vous voulez sur la loi de finances. C'est parce que la loi de finances, elle touche le social, l'économique, tout le monde. La loi de finances peut satisfaire tout le monde. Tout le monde. Mais tu peux pas satisfaire tout le monde si tu as un budget qui est très limité. Et aujourd'hui, tu as les problèmes sociaux qui bouffent. On a augmenté aujourd'hui le budget de l'éducation. Mais est-ce que vraiment c'est un problème de budget? Est-ce que c'est un problème de budget, un problème de gouvernance? Est-ce que vraiment, en augmentant de 4 milliards ou 5 milliards le budget de la santé ou le budget de l'éducation, qu'on va résoudre le problème? Non. Moi, je crois pas qu'il faut plus raisonner chiffres. Il faut raisonner politique. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que des sous? Non, il y a des sous. Pour construire des écoles ou des hôpitaux. Construire des écoles, on a des hôpitaux. Recruter des enseignants, des infirmiers. Mais il y a des budgets énormes de médicaments. Mais on va dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments.
Donc il y a un problème. On a des budgets énormes pour le fonctionnement. Mais on trouve que les médecins vont dans le privé plus, dans les cliniques plus qu'elles restent dans les hôpitaux publics. Mais il y a un problème de gouvernance plus qu'un problème de financement. On peut rationaliser le financement. Le financement, on peut le rationaliser. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parfois, il faut absolument parler dépenses. Ne parlez pas que recettes. Je vous écoute, vous avez fait référence tout à l'heure à la Grande-Bretagne, à la culture anglo-saxonne. Oui. Il nous faut une Margaret Thatcher ici. Je ne sais pas, moi, on n'a pas besoin de Margaret. Est-ce que Ahmed Kassal appelle à ce que Saladin Al-Toumani, qui est l'actuel chef de gouvernement, est-ce qu'il s'inspire un petit peu de Margaret Thatcher en menant des politiques thatchériennes? Parce que c'est un peu ça ce que sincèrement, vous exprimez, ouais. Non, sincèrement, moi je suis autant qu'économiste, je vous parle autant qu'économiste. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la valorisation de ce que nous possédons. Donner plus de valeur à ce que nous possédons. Plus nous créer de la valeur, plus nous créer de la richesse. Si la richesse est bien répartie, plus on avance. On va avancer parce que c'est un cercle, l'économie. Vous savez, l'économie c'est un cercle vertueux. On peut faire de l'économie un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Le cercle vertueux, c'est que tout le monde participe. Et tout le monde gagne de la part du gâteau, sans qu'il va manger du gâteau. Ou là, un cercle vicieux où l'économie tourne en rond et on n'avance pas, on recule. Et la frontière entre vertueux et vertueux et vicieux, elle est perméable ou imperméable? Elle est perméable. Elle est très perméable. Bien sûr, elle est très perméable. Et c'est ça le drame. Elle est très perméable. C'est pour cela, quand on pilote une économie, l'économie chez les Grecs, c'est quoi? C'est l'art d'administrer la maison. Les Grecs nous disaient, première définition, c'est l'art d'administrer la maison. C'est l'art d'administrer la maison sans hypothéquer l'avenir des enfants. C'est ça ce qui est important. C'est ce qu'on est en train de faire peut-être ici. Ben oui. C'est-à-dire quand on est capable d'administrer une maison, on administre une entreprise, on administre un pays. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire, aujourd'hui, le budget, c'est quoi? Que vous êtes père de famille, si vous êtes père de famille et vous consommez plus que vous produisez, vous allez hypothéquer l'avenir de vos enfants. Mais si vous dites à vos enfants que nous avons un revenu de temps, mais que nos dépenses soient équivalentes à ce revenu, pas nous dépensons plus. On ne va pas au-dessus de ses moyens. On va pas au-dessus de ses moyens. Un État bien sûr. À la tête d'un ménage. Sur le financement. Le financement, c'est un grand problème dans notre société. Aujourd'hui, 95% d'entreprises est financé par le système bancaire. Le système bancaire, il est ce qu'il est dans notre pays. C'est un système qui a ses règles, qui a ses contraintes, qui a énormément de problèmes, des questionnements. Il est obéit à des règles internationales, BAL 2, BAL 3 et tout ça. On ne peut pas reprocher au système bancaire aujourd'hui de ne pas financer la TPE, la PME. On ne peut pas le reprocher. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas là pour défendre les banques. Il faut trouver d'autres moyens de financement par le marché. Et là aussi, je propose... Par le marché, c'est-à-dire par le marché Par le marché, c'est-à-dire en dehors du système bancaire, c'est-à-dire en dehors de l'intermédiation bancaire, c'est-à-dire par les business angels, par les particuliers qui veulent financer, par les fonds d'investissement, de capital risque et tous ces éléments-là qu'il faut le mettre en place. Par exemple, aujourd'hui, moi, je dis que chaque région doit avoir ce qu'on appelle un fonds de prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est-à-dire Rachid, il a une idée, il est à Agadir, il n'a pas de quoi financer son idée, la région, avec tous les parties prenantes au niveau de la région, doit mettre un fonds d'honneur de 100 millions de dirhams ou de 200 millions de dirhams au service des PME, des jeunes, des TPE qui sont dans leur région. Et ça, il y a les moyens. Les régions aujourd'hui, avec la régionalisation avancée, les régions, ils ont plus de moyens. Le CIRE va devenir quand même un établissement public qui va gérer quelque chose. On va y revenir là-dessus. Mais les régions, comme vous dites, qu'ils ont plus de moyens, c'est-à-dire la région, si on parle la plus grande région du pays, c'est la région de Casablanca-Stat. Oui. Quand on a 1 milliard de dirhams de budget, oui. On a reçu dans l'info en face Moustapha Bakouri qui dit oui, effectivement, ça peut paraître énorme comme budget, mais vu tous les besoins qu'on a à couvrir, que ce soit en infrastructure ou les besoins sociaux, ben on se rend compte que mais la région elle a un instrument extraordinaire qui s'appelle instrument dans tout ce qui est politique publique, la parité public-privé. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut aller vers un partenariat public. Mais c'est pas encore fait ça. Et même il faut qu'il y ait la loi, il est là. Tout le monde le pratique aujourd'hui. Il faut que la région aille chercher là où il y a de l'argent, aille chercher là où il y a des investisseurs. Et il faut que les présidents des régions ont une vraie stratégie de développement de l'attractivité de la région. Par territoire. Bien sûr. Pour créer de la richesse sur son territoire, avant de redistribuer. Valoriser, rendre attractif le territoire et tout ça. Donc le président de la région ne doit pas rester dans son bureau à attendre que quelqu'un vienne taper chez lui, lui dit tiens, moi j'ai de l'argent à vous donner. Non. Aujourd'hui, ils ont des attributions qui sont très importantes. Ils doivent être des vrais marketeurs de la région et aller chercher à l'international aussi des partenaires. C'est des vrais chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, la région doit créer dans chaque région un fonds, ce que j'appelle le fonds de prêt d'honneur, c'est-à-dire
donner sans intérêt 200 000, 150 000, 100 000, 400 000, 500 000 à un jeune qui a une bonne idée, ou l'accompagner dans un Juste parce qu'il a une bonne idée ou parce qu'il a effectivement, il a créé son entreprise, il a créé son entreprise, il peut se développer. Il y a des perspectives. Et à chaque niveau de cycle de vie de l'entreprise, il y a des types de financement qui sont adaptés. Donc, pour vous, il faut contourner les banques, en fait. Non, c'est pas contourner. C'est-à-dire, les banques, ils ont un rôle à jouer à un moment où l'entreprise, vous savez, dans le monde entier, aux États-Unis, vous allez dans une banque américaine, vous êtes un start-upper, ils vous financent pas. C'est pas leur job, ils ne peuvent pas le faire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de volonté. Mais il y a des instruments, il y a des par exemple, aux États-Unis, ils ont l'administration qui est en charge des TPE, PME, ils ont des fonds d'investissement, des riches qui ont ce qu'on appelle les business angels, qui ont de l'argent, qui veulent investir. Il faut aujourd'hui donner plus de visibilité et donner des carottes à ces personnes. Il y a beaucoup de monde au Maroc qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le cash. Il y a beaucoup de monde, des riches dans les régions qui ont de l'argent. D'accord? Cet argent, il est mort, soit bloqué dans les banques, soit il est dans les coffres chez eux. C'est l'argent qui ne produit rien du tout. Soit sous le matelas. Sur le matelas, si tu veux, exactement. Ouais. Cet argent ne produit rien du tout. Comment faire pour permettre à ces gens d'investir dans une TPE, d'investir dans une PME, ouvrir? Donc, il faut un travail sur lequel on est en train de travailler. Et moi, je lance une idée, je la lance ici. Ouais. Pourquoi ne pas créer une grande banque d'investissement public? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a trois institutions, qui sont la CCG, qui est la NPME, l'Agence nationale de la promotion de la PME, et qui est une filiale de la CDG qui s'occupe aujourd'hui des marchés. Fusionner tout ça comme ils ont fait en France. Mohamed Bjamoun, il a décidé de refusionner tout ça et créer une banque d'investissement. Et la force des Allemands, c'est qu'ils ont un tissu de PME le plus performant au monde. Et comment il est performant? C'est par les financements, par les landes. Chaque land, ils ont créé... Chaque région. Voilà, chaque région, ils ont créé ce qu'on appelle des banques d'investissement publiques et finance. Donc Ahmed Kassal considère tout à fait normal que les banques financent beaucoup plus les entreprises publiques que les entreprises du secteur privé. Non, c'est pas ça. J'ai dit parce que les derniers chiffres qui sont tombés aujourd'hui, les crédits accordés au secteur privé, là, il est de 1% en augmentation, alors qu'il est de 11% pour les crédits qui ont été alloués aux entreprises publiques. Donc on est sur un ratio de 1 à 11. Oui, ça a été mentionné même par Wali Bank al-Maghrib. Il a dit qu'aujourd'hui les crédits à l'économie sont en baisse, même en stagnation, principalement à l'investissement. Et les banques prêtent surtout aux entreprises publiques, mais pas aux entreprises privées. Bien sûr, les entreprises publiques et l'État aussi, parce que l'État, à travers le Trésor, l'État pompe de l'argent et crée un effet d'éviction. C'est-à-dire l'État aujourd'hui c'est un concurrent des entreprises privées sur le marché, parce que quand moi je préfère investir chez l'État, je peux investir. C'est plus sûr que d'investir dans une PME TPE. Mais moi sincèrement, je vous dis, et ça pour conclure sur ce sujet, moi je reproche rien aux banques. Je vais vous dire là-dessus, parce que les banques, ils financent une entreprise en croissance, une entreprise qui a déjà fait ses preuves, parce que eux aussi ils gèrent l'argent des autres, c'est-à-dire eux ils travaillent avec les dépôts des autres. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au lieu d'aller tout le temps blâmer les banques, il faut créer d'autres instruments de financement. C'est ce qu'a fait Mohamed Metchaboun. Oui. Il est en train de réformer. Lui, c'est pareil, il s'est dit, moi, il faut que je trouve 12 milliards de dirhams pour financer les projets de tous les secteurs sociaux, les politiques aussi agricoles. Et donc, apparemment, il va mettre en place un espèce de système, modèle de financement, avec, où il va s'appuyer sur des institutionnels privés qui vont financer les 12 milliards de dirhams. Et ensuite, l'État va se refinancer sur le marché de l'épargne, même si l'épargne est en super santé, et le marché, et au niveau des caisses de retraite. Est-ce que ça, c'est un modèle viable pour vous? Oui, il est viable pour le moment. C'est-à-dire sur le court terme, il est viable. Mais il faut en parallèle, parce que ça, c'est pour résoudre un problème qui est urgent. On a un problème qui est urgent là, il faut le résoudre. Il faut trouver 12 milliards de dirhams pour financer toutes les politiques sociales. En parallèle, il faut mettre une structuration de financement. C'est-à-dire, il faut développer des instruments de financement pérennes et qui accompagnent tous ceux qui aujourd'hui ont besoin d'argent. La finance islamique, elle n'a pas joué ce rôle-là. Elle devait servir de levier aussi pour donner de l'oxygène aux... Sincèrement, je peux rien vous dire sur ça, parce que ce sont les mêmes banques qui ont créé les filiales des banques islamiques. C'est-à-dire, on n'a pas vu des nouveaux arrivés sur le secteur qui développent. C'est-à-dire, c'est les mêmes banques qui ont créé des filiales qui font ce qu'on appelle le financement participatif. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas évaluer, parce que ça vient d'être lancé, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres, on ne peut pas évaluer quel est l'impact aujourd'hui de ce type de financement sur vraiment c'est un financement aussi alternatif sur l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, il faut financer l'investissement productif. Il faut financer l'industrie. C'est l'industrie qui va permettre d'employer des jeunes. Parce que le gros problème que nous avons, c'est l'emploi. 350 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et une grande partie non qualifiée, et l'économie ne peut absorber que 80 000, 100 000 bon an, mal an. Quand vous dites l'industrie, c'est quoi? L'industrie automobile qui se porte pas trop mal? L'industrie, la transformation agricole. Aujourd'hui, il n'y a que des pourcents de notre agriculture qui transforme. L'agro-industrie. L'agro-industrie, c'est très important, parce que des pourcents aujourd'hui de notre agriculture qui est transformée en agro. Il faut nourrir les villes africaines demain. Demain, il faut nourrir
nourrir les villes africaines par il les conserves. faut nourrir les campagnes marocaines d'abord. Oui. Déjà, le premier temps, d'ailleurs, donc aujourd'hui, il faut transformer et valoriser. Quand on exporte des légumes et des fruits, on exporte de l'eau qui est trop chère. Mais pourquoi ne pas valoriser? Oui, mais on rentre de la devise. Non, rentrer de la devise, on peut la rentrer plus de devise en transformant. Aujourd'hui, la Turquie ou certains pays, ou la Malaisie, ils ont allé vers la transformation des produits agricoles et ça leur apporte plus. Quand vous exportez de la tomate ou de jus de tomate, le jus de tomate vous en rapporte plus que la tomate fraîche. Et on dit que même le concentré rapporte même beaucoup plus que le Même, jus. bien sûr. Le concentré de tomate. Toute chose qui est transformée est valorisée. Et nous, on doit aller vers l'agriculture, il doit la valoriser. La pêche, on doit la valoriser. Le chef de l'État fait un discours le 12 octobre dernier au Parlement devant l'ensemble des élus et des députés d'ailleurs, qui eux sont payés, n'est-ce pas? Contrairement aux membres de la CGM. Pour servir les citoyens. Servir les citoyens. Et en disant voilà, donc il a fixé un cap au niveau du monde agricole et du monde rural, c'est l'émergence à terme d'une classe moyenne. C'est vrai. Donc le développement des territoires ruraux. Oui. La CGM s'inscrit là-dedans. Vous en pensez quoi? Vous avez parlé d'agriculture en tant que chef d'entreprise. Vous êtes au contact des agriculteurs. Oui. Vous êtes dans ce je suis domaine-là. dans l'agro-industrie. Je fais de la transformation. Qu'est-ce qui peut être fait là? C'est-à-dire aujourd'hui, le gros problème dans notre pays, c'est qu'on a ruralisé les villes sans... urbaniser les villes. Non, ruraliser les villes. On a ruralisé les villes sans urbaniser les campagnes. Ah, d'accord. Et donc on a fait l'inverse. Ouais. Donc ce qui fait que pendant un moment, les campagnes déversaient tout ce qui est aujourd'hui dans les villes. Et ça, on a créé des villes qui n'ont aucun modèle économique. Nos villes n'ont pas de modèle économique, n'ont pas de business model. Nos villes sont des villes anarchiques. Personne n'est satisfait dans la ville. Ni les riches sont satisfaits, ni les pauvres sont satisfaits, ni ceux qui sont marginalisés sont satisfaits. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content dans la ville. Donc une ville qu'on a désordonnée, des villes qui sont sales, des villes qui sont mal gérées, des villes tout ça. Aujourd'hui, il faut faire l'inverse. Certains pays réinvestir dans la monde rural. À tout point de vue. Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, certains pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à ceux qui sont venus, est-ce que vous avez un petit morceau de terre oui, je vous donne, au lieu de construire un bidonville en hauteur qui s'appelle l'habitat social ou l'habitat économique, je vous donne 70 000 dirhams ou 100 000 dirhams, vous revenez dans votre pays, vous faites une activité génératrice de revenus, vous construisez une petite maison chez vous et on développe des activités. Aujourd'hui, il y a plein d'activités qui sont en ville, on peut les décentraliser. Par exemple, les boulangeries, les menuiseries, tout ça, on peut les amener dans Est-ce qu'au préalable, il n'y a pas tout un travail aussi à faire sur la mise à niveau des infrastructures, bien sûr, des sûr, ça c'est le rôle de l'État. Oui. L'État doit, je vais vous dire, pour faire du développement, vous avez besoin de 3 acteurs qui sont très importants, ce que j'appelle moi le triangle d'or. Vous avez besoin d'une infrastructure de qualité, de l'attractivité, de la sécurité, de l'envie de vivre et de tout ce qui est là, c'est l'État qui doit le faire à travers les collectivités territoriales. C'est-à-dire la mairie, la région et tout ça va rendre le territoire attractif. Ça c'est très important. Pourquoi? Même si toi, Rachid, je te donne 100 000 dirhams, je te dis va à Figuig là-bas et montre une entreprise. Et à Figuig, tu sais qu'il n'y a rien, à 7 h du soir, tu dois dormir, il n'y a rien, est-ce que tu vas y aller là-bas? Peut-être, je vais voir si... non, les gens sont agréables, sois honnête avec moi, tu as besoin d'une école de qualité, tu as besoin d'un hôpital de qualité, tu as besoin d'une route de qualité, tu as besoin d'un restaurant où sortir, tu as besoin d'un terrain où sortir, tu vas pas me dire que tu vas y aller parce qu'il y a 100 000 dirhams, tu préfères toucher 40 000 dirhams ici? Je veux dire, il y a des endroits aussi, y compris dans le monde rural, qui peuvent être agréables aussi. Donc là, c'est le premier. Le deuxième, il faut la diffusion de savoir. Il faut qu'il y ait un univers de savoir. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de formation, les universitaires, la recherche, le développement, la créativité. Ça, c'est le deuxième pôle qu'il faut dans une région. Et le troisième, une fois qu'il y a le premier pôle, l'infrastructure, et le deuxième, la diffusion de savoir, le troisième, c'est le privé, il va venir. Le privé, qu'est-ce qu'il cherche? La rentabilité et la sécurité. Il cherche que ça. Là où je peux gagner de l'argent, je vais y aller. Mais je vais y aller aujourd'hui quand il y a une qualité de vie. Mais pour vous, Ahmed Kassal, est-ce que vous considérez que l'agriculture va devenir un véritable secteur d'avenir? Il le faut. Voilà. Est-ce que c'est une nécessité? Et c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une nécessité, un double objectif. Les relais de croissance économique réels pour le Maroc et pour notre pays, c'est dans les campagnes, c'est dans le monde rural, avant d'être dans le niveau régional et territorial en dehors de nos frontières. Mais l'agriculture, elle a 2 objectifs. Le premier, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut nourrir les gens. Casablanca se nourrissait de Darbaza. Est-ce qu'aujourd'hui, à Darbaza, on fait de l'agriculture? On fait de la promotion immobilière. Casablanca se nourrissait de Sidi Marouf. Dans les années 70, 80, Sidi Marouf, c'était des fermes ici, à Sidi Marouf. Regardez qu'est-ce qu'il y a à Sidi Marouf aujourd'hui. C'est vrai qu'on crée de la richesse. Il y a des buildings. Il y a des buildings. Aujourd'hui, l'agriculture a 2 objectifs. Nourrir les villes et permettre ceux qui sont dans la campagne de vivre dignement.
dignement, avec des revenus dignement et d'accéder à tout le bien-être de la société. Tout en restant chez eux dans leur environnement naturel. L'agriculture, c'est un vecteur de développement très important. Quand on analyse les pays qui sont aujourd'hui développés, c'est grâce à l'agriculture qu'il y a eu de l'industrie. C'est grâce à l'industrie qu'il y a eu des services. Donc il y avait un moment de développement qui est cohérent. L'agriculture a créé l'industrie, qui a créé les services, et aujourd'hui des pays où il y a 65% de l'économie basée sur les services, mais 4% des agriculteurs nourrissent le monde entier. Les États-Unis, 4% des agriculteurs nourrissent le monde entier, en lait, en soja, en blé. Nous, on a plus de 50% de la population. En pesticides aussi, en produits... Non, ça c'est un autre problème. Bon, c'est un autre problème. Mais maintenant, ils nourrissent les gens. C'est-à-dire aujourd'hui, quand ils ont besoin de nourrir la famine, c'est les Américains qui envoient leur blé. Hein. C'est pas les Égyptiens. Donc l'agriculture, c'est stratégique pour notre pays. C'est un vecteur de développement extraordinaire et il faut la valoriser. Il faut donner de la dignité à l'agriculteur parce que l'agriculteur aujourd'hui, c'est toujours été le protecteur et le rempart contre toutes sortes d'extrémismes. Vous ne trouvez pas des extrémistes dans le monde rural. Vous ne trouvez pas. Moi, je travaille beaucoup et ça, je le peux l'annoncer. J'ai travaillé 2 années de suite avec le programme Moussalaha dans les prisons. Et j'ai travaillé avec les Daeshines et j'ai travaillé avec Salafines. Pendant 3 mois, on reste en prison à travailler avec ces gens pour savoir pourquoi ces gens se radicalisent. C'est une démarche, un projet de déradicalisation. De déradicalisation qui a été lancé. Le Maroc est les champions dans ça. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à la première promotion où il y avait 25 et cette année 50. Et Sa Majesté le Roi a gracié 22 de personnes qui étaient suivies dans notre commission. Et aujourd'hui, le gros problème des gens, c'est pas la pauvreté. On se radicalise pas parce qu'on est pauvre. On se radicalise parce qu'on n'a pas d'humilité intellectuelle. On ne fait pas la différence entre ce qui est haram, ce qui est halal. On est bourré facilement, mais il n'y a aucun, ça je peux te le confirmer ici, qu'il n'y a aucune relation entre la pauvreté, une relation directe entre la pauvreté et la radicalisation. La vraie pauvreté, c'est celle de manque d'éducation. C'est celle de sortir de l'école très jeune. La plupart des Daeshines que j'ai suivis sont des gens qui ont quitté l'école très jeune. Marocains. Très jeunes. Donc aujourd'hui, on connaît où devient le mal. Il faut aller le traiter là où il est. Et c'est ça le gros problème que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour ça les politiques économiques et sociales, c'est eux qui doivent régler tous les problèmes fondamentaux Mais quand on est confronté à des problématiques structurelles, on en parlait tout à l'heure sur la flambée du baril de Brent, vous avez vu qu'il y a eu la grève des transporteurs, qui est pas contrairement à ce qu'on nous a dit. D'ailleurs, les camionneurs ont suspendu leur grève, ceux qui alimentent les marchés en transportant des fruits. Non, mais ils vont baisser, 50 centimes le gasoil, le litre de gasoil, il va être baissé de 50 centimes. Non. Si, il va être. Demain. 20 centimes, c'est ce que j'ai vu, moi, 20 centimes. Un opérateur dont je ne donnerai pas l'identité. Mais ça donnait. Annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une baisse de gasoil. Mais voilà, est-ce que ça, c'est les données aussi qui sont. Oui, ça donnait a toujours existé. Le Maroc, il est importateur de carburant. On est importateur, on n'a jamais eu une production de carburant au Maroc. Donc, c'est données qui existent aujourd'hui. Il faut la traiter d'une façon à permettre qu'il y ait une répercussion, soit positive, soit négative, sur le marché est libre aujourd'hui. On a libéralisé le marché pour dire que le marché. Mais aujourd'hui, l'État, il est régulateur. Quand il voit des dérapages par là, il doit intervenir pour pouvoir stabiliser. Mais c'est engagé à plafonner les prix des carburants, il a toujours pas fait. Non, mais c'est le rôle de l'État. L'État doit, c'est le régulateur. Quand le marché est incapable de réguler, c'est l'État qui doit intervenir. Si les opérateurs, le modèle, en fait, les opérateurs sont dans l'incapacité de s'auto-réguler. L'État doit réguler. Doit intervenir. Mais ça a toujours été. Aux États-Unis, quand tu as les crises des subprimes en 2008, c'est l'État qui a intervenu pour nationaliser Bank of America, nationaliser General Motors, nationaliser tout ça, parce que c'est des choses qui sont stratégiques pour le pays. Et une fois que les choses reviennent normales, mais il revient le marché. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État, son rôle, il est double. Facilitateur, régulateur et gendarme. C'est le rôle de l'État régalien. Est-ce que c'est aussi le rôle de l'État de fixer l'horloge? Ah, ça c'est un autre problème, ça. C'est un problème? Pourquoi l'horloge c'est un problème? Non, l'horloge c'est un problème parce que... Non, le problème il est où, là, Rachid? Parce que on parlait du monde rural tout à l'heure, pendant très longtemps, d'ailleurs peut-être encore aujourd'hui, y compris à travers le monde d'ailleurs, on savait grosso modo ce qu'on avait à faire dans la journée ou quelle heure il était dans la journée en regardant le soleil. Oui, mais on peut continuer à regarder le soleil. Seulement à Casablanca, tu ne peux pas voir le soleil très tôt, mais le monde rural n'a pas d'horloge. Pas d'horloge. Non, pas d'horloge. Le monde rural, il a l'horloge biologique et le fellah, il sait très bien à quelle heure il faut se lever. L'État régulateur concernant le marché des hydrocarbures, même si le secteur a été libéralisé, est-ce qu'au niveau de l'horloge, c'est lui le fixeur de l'horloge, celui qui voilà qui. Ça vous fait marrer, vous. C'est lui qui met la petite aiguille et la grande aiguille. Non, selon ses désirs. Je trouve que parfois, il faut être logique et pragmatique dans ça. C'est-à-dire, nous,
moi, personnellement, il faut pas qu'on polémique sur ce sujet. Et rare qu'ils nous disent pourquoi. C'est-à-dire les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, avant, l'information était verticale. C'est-à-dire les savants, les experts, ceux qui détenaient l'information. Maintenant, il est horizontal. Tout le monde a accès à l'information. C'est la démocratie, la démocratisation de l'information, la circulation de l'information. Mais la démocratie de l'information peut aussi tuer quand il n'y a pas de clarification. Le gouvernement devait nous dire, voilà les principales raisons pour lesquelles nous avons décidé à la dernière minute de garder l'heure dictée. Il faut le nous dire. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. Ça, moi, je sais pas. Est-ce que toi, tu le sais? Bah oui, il y a un communiqué qui est sorti, un communiqué officiel. Qu'est-ce qu'il dit, le communiqué? Bah, je suis un peu surpris que vous l'avez dit. Non, moi, je l'ai pas lu. Le communiqué dit que voilà, en fait, on apprend qu'il y a une étude qui a été commandée en mars dernier. Oui. Qui a été mise en place à partir du mois de mai, oui. dont le rendu est à... Et tu l'as vu cette étude, toi? Moi, j'ai pas vu l'étude. J'ai vu simplement le communiqué du ministre en charge de la réforme de l'administration. Moi, je me suis levé le matin, j'ai trouvé mon téléphone qui a changé, reculé d'une heure. Vous étiez perdu dimanche dernier? J'étais perdu, je sais pas est-ce que je vais faire ma marche maintenant ou ma marche je la fais après. J'appelle un ami, je lui dis صباح الخير سي مصطفى لاباس عليك واش شحال في الساعه عندك؟ قال لي الساعه القديمه ولا الساعه الجديده؟ Mais est-ce que ça perturbe le business? Non, avant de rentrer dans les détails du communiqué. Réellement non. Parce qu'à ce jour, au moment de recevoir Ahmed Kassal aujourd'hui, parce qu'on est aujourd'hui jeudi 1er novembre, on est bien d'accord? Ouais. Je n'ai pas trouvé un seul chef d'entreprise marocain qui s'est plaint de non, GMT+. Ça ne perturbe pas du tout. Pas l'économie. Pas du tout. Ça ne perturbe pas, Blacks. Pourquoi ça va perturber? Aujourd'hui, 65% de nos relations sont avec l'Europe. Ouais. À l'import, à l'export. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'avoir le même heure ici qu'à Paris. Ça n'a aucun problème. Ça n'a pas déréglé c'est la manière. L'horloge économique n'est pas touchée. Non. N'a pas été touchée. Non, pas du tout. Au contraire, même. Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas un plus, c'est un mieux? C'est un mieux, c'est encore mieux. D'avoir un alignement avec l'horloge européenne, française. C'est encore mieux. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit, la CGM? Pourquoi vous ne le dites pas, ça, la CGM? Vous avez fait tout à l'heure, moi, je suis invité ici comme président de la commission financement et délai de paiement. Je ne suis pas le porte-parole officiel de la CGM. Je sais. Et ça, mais vous avez votre franc-parler, vous êtes un économiste, vous êtes un chef d'entreprise également. Voilà. Moi, ça me dérange pas du tout. Est-ce que l'horloge, la mise en place de l'horloge identique, similaire à l'horloge européenne, elle est bénéfique pour l'économie marocaine. Gain de productivité, peut-être de compétitivité. Elle est bénéfique pour le. Maintenant, il faut que les autres secteurs soient accompagnés. C'est-à-dire le secteur de l'éducation. Maintenant, par exemple. C'est ce qui est prévu avec les réaménagements au niveau des écoles. Il faut pas rester figé sur des choses tout à fait banales. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, comment rendre notre économie compétitive? Comment permettre à l'économie de créer plus de richesses? Comment répartir cette richesse? Comment créer de l'emploi? Comment stabiliser? C'est ça les vraies questions de pays. Pourquoi on se focalise sur l'heure? Mais je m'en fous. Moi, j'ai même pas de montre dans ma main. J'ai jamais de montre dans ma main. Jamais de montre dans ma main. Vous êtes arrivé à l'heure aujourd'hui? Je suis arrivé à l'heure aujourd'hui parce que je t'ai appelé, tu m'appelles et je communique avec toi, on a un téléphone et tout ça. Mais j'ai pas besoin d'une montre pour m'indiquer l'autre. Aujourd'hui, sincèrement, on a, avec le temps, avec l'âge, on a des horloges qui sont biologiques là-dedans. Moi, à 7 heures du matin, je suis réveillé, j'ai pas besoin. J'appelle mes partenaires en Espagne, j'appelle mes partenaires ailleurs, et on est bien qu'on est sur la même longueur. Il faut pas rester figé sur des choses qui n'ont pas d'impact très important sur les... Moi, qu'est-ce que nous faisons pour rendre le Marocain heureux? Moi, c'est la question, en tant qu'économiste, le bonheur du Marocain. Comment les Marocains doivent être heureux? Il a plu pendant ces derniers jours. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, bien sûr, c'est très bonne. Soleil. C'est très bonne. C'est très bien, chose. Mais c'est pas suffisant. Le soleil ne fait pas le bonheur. Il faut pas, chef, quand je te montre, comme disait un sage chinois, quand je vous montre la lune, ne regardez pas mon doigt. Regardez la lune. Non, on regarde le doigt plus qu'on regarde la lune. Et des fois, on reste fixé sur le doigt pendant très longtemps. Oui, et c'est ça malheureux. On fixe sur des choses qui n'ont pas d'impact. Moi, comment rendre les Marocains heureux? Qu'ils soient au fond de la montagne. Moi, tant que la femme qui est au fond de la montagne porte encore 10 kilos de bois sur son dos, comme il le faisait son arrière-arrière-grand-mère, et elle est pour son bonheur, c'est d'avoir du bois pour faire du feu, pour nourrir ses enfants. Tant que cette femme, pour moi, n'a pas le temps d'aller faire de manicure, pédicure dans un salon, pour moi, et la croissance n'arrive pas là-bas, et le Marocain n'est pas heureux. Il faut que la croissance arrive au fond de la montagne. C'est une belle métaphore, ça. Il faut, oui. Bon, tant que cette femme, je vois cette image de la femme, là, je sais qu'il y a un problème qui ne marche pas. Je sais que le gâteau n'est pas distribué sur tout le monde. Cette femme, elle a le droit d'aller faire de la manicure, pédicure, à s'asseoir dans les salons LSC et participer. Pourquoi elle passe son temps, son bonheur à chercher du bois pour nourrir ses enfants? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser dans notre pays. Comment rendre le Marocain heureux? Et comment ce gâteau qui est produit dans ce pays doit répartir sur tous les Marocains en fonction de leur capacité de travailler, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à l'économie nationale. C'est le principal. Mais se focaliser sur des détails, se focaliser
focaliser sur des choses comme ça. Sur si chez les femmes, il doit rester au Parlement. Si l'heure risque de gêne et tout ça. Est-ce que non, c'est pas. Il faut aller au-delà de ça. Et le rôle de l'élite marocaine, c'est de tirer vers le haut à travers des débats très intéressants. Et je te remercie beaucoup de nous permettre le matin, de nous permettre à travers ça de s'exprimer à toutes les couches sociales. J'ai vu de toi des jeunes filles qui ont réussi. J'ai vu de toi tout le monde qui passe. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ce que tu fais aujourd'hui, toi, et je sais pas, je te le dis comme ça, ce que vous faites le groupe le matin, en termes de donner la parole à tout le monde, de s'exprimer, c'est quelque chose d'extraordinaire dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Ben, c'est comme ça que je vais clôturer, parce que je ne peux pas clôturer différemment que sur ce point-là. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup, Rachid, de m'avoir invité. Merci à vous, président de la commission financement et délais de paiement à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Et puis on attendra aussi les résultats obtenus par votre commission. Exactement, je reviendrai les communiquer en exclusivité chez toi. Je le ferai. Avec plaisir, Ahmed Kassal. Merci à vous et belle journée.